En 2009, Mme Cossoyan entre dans une station de métro afin de se rendre au centre-ville de Montréal. Près de l'escalier mécanique, il y a une affiche sur laquelle figurent les mots « Attention » et « Tenir la main courante » et un pictogramme montrant une personne tenant la main courante. Alors qu'elle descend dans l'escalier mécanique, Mme Cossoyan fouille dans son sac afin d'y trouver de l'argent pour acheter son billet. Pendant qu'elle fait cela, elle ne tient pas la main courante. L'agent Camacho la voit et lui dit de tenir la main courante. Elle ne le fait pas, car elle n'estime pas être obligée de le faire. Lorsqu'elle arrive au bas de l'escalier mécanique, l'agent Camacho l'empêche de poursuivre son chemin et lui demande de le suivre jusqu'à un local de confinement afin de pouvoir lui remettre un constat d'infraction en raison de sa conduite. Elle refuse de le suivre parce qu'elle ne croit pas avoir fait quoi que ce soit de mal. L'agent Camacho et un autre agent l'empoignent et l'emmènent au local où il lui demande de fournir une pièce d'identité. Elle répond non et demande à appeler un avocat. L'agent Camacho dit à Mme Cossoyan qu'elle est en état d'arrestation. Les agents la menottent, les bras derrière le dos, et la forcent à s'asseoir sur une chaise. Ils fouillent son sac sans permission. Elle est agitée, mais se calme lorsque les policiers l'informent qu'il y a une caméra de surveillance dans la pièce. Ils lui remettent 2 amendes, totalisant plusieurs centaines de dollars. Une amende pour avoir désobéi au pictogramme et une autre pour avoir empêché les agents de faire leur travail. Le lendemain, le conjoint de Mme Cossoyan porte plainte auprès de la Société de transport de Montréal, la STM, qui est responsable du métro. Il demande les bandes vidéo. La STM ne donne jamais suite à sa demande et les bandes sont automatiquement effacées après 5 jours. Mme Cossoyan est par la suite acquittée par la Cour municipale et n'a pas à payer les amendes pour des constats d'infraction qu'on lui a remis. Estimant que son arrestation était illégale, Mme Cossoyan intente des poursuites. Elle prétend que l'agent Camacho, son employeur, la Ville de Laval, et la STM sont tous responsables. Le juge du procès et les juges majoritaires de la Cour d'appel concluent que l'agent Camacho n'a pas commis de faute, compte tenu des informations dont il disposait et de la formation qu'il avait reçue. Ils jugent que l'arrestation n'était pas illégale et déclarent que c'est Mme Cossoyan qui a causé ses propres problèmes en refusant de coopérer. La Cour suprême a unanimement exprimé son désaccord avec ces conclusions. Elle a jugé que le pictogramme constituait un avertissement, qu'il n'existait aucun texte de loi disant aux gens qu'ils devaient tenir la main courante. Mme Cossoyan n'avait pas à obéir au pictogramme. L'agent Camacho a eu tort de l'empêcher de poursuivre son chemin et de la fouiller pour le motif qu'elle aurait enfreint une loi qui n'existait pas. La Ville de Laval est responsable en tant qu'employeur de celui-ci. La STM, pour sa part, a commis une faute en ne formant pas l'agent Camacho adéquatement. La Cour a jugé que Mme Cossoyan devait recevoir 20 000 $ pour le préjudice qu'elle a subi. Il s'agissait d'une affaire de responsabilité civile découlant de l'accomplissement de gestes fautifs. Dans une société libre et démocratique, les policiers ne peuvent priver une personne des libertés qui lui sont reconnues que dans les cas où la loi dit qu'ils peuvent le faire. Les policiers doivent connaître la loi et agir dans les limites de celle-ci. Pour aborder avec nous ce sujet extrêmement intéressant, mes 2 invités, je vous les présente, Maître Patricia Lefebvre. Madame Lefebvre est directrice des affaires juridiques à la Société de transport de Montréal depuis avril 2023. Elle a occupé un poste de même nature, si on veut, pendant une 12aine d'années à l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Maître Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à ses côtés, Maître Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger. Maître Duclos-Bélanger est procureur aux poursuites criminelles et pénales au DPCP. Il y joue notamment un rôle important dans la lutte contre le crime organisé, la violence par arme à feu, bref, des gens qui sont très occupés, mais qui ont accepté notre invitation. Merci à vous aussi d'être là ce matin. Au plaisir. Alors, dites-moi, a priori, on pourrait se dire qu'on a devant nous une affaire qui pourrait paraître banale. J'emploie le mot avec un peu de prudence, mais quand même. Donc, une utilisatrice du métro, un policier qui lui reproche d'avoir laissé la main courante, donc de ne pas se tenir, comme le stipule un affichage dans la station de métro à Laval où elle se trouve. Elle refuse d'obtempérer, on l'arrête, on lui donne des contraventions,
et tout ça se retrouve en Cour suprême du Canada. Un auditeur peut-être un peu distrait se dirait « Mais voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? » Mais il y a plusieurs questions fondamentales qui sont posées là-dedans. Et peut-être, tiens, je vais m'adresser à vous d'abord, Maître Lefebvre. Effectivement, ce qui pourrait avoir l'air anodin et même pas apparaître dans un dossier quotidien des incidents survenus dans une station de métro est beaucoup plus important que ça. Vous l'avez découvert en cours de route que ça deviendrait si gros ou pas? Ah, effectivement. Pour nous, au départ, c'était un constat d'infraction. Donc, madame, elle a reçu 2 constats d'infraction. Constats d'infraction qui sont, à ce moment-là, plaidés, contestés à la Cour municipale par la Ville. Donc, nous, comme société de transport, on émet les constats d'infraction, mais par la suite, c'est les villes qui vont les appliquer selon la réglementation en vigueur. Donc, pour nous, c'est un constat d'infraction habituel. Je ne vous cacherai pas que dans le métro, dans les autobus, il y a quand même plusieurs constats. Il faut savoir que la société de transport a ses propres règlements internes. Donc, ici, c'est son règlement, donc, de respecter notamment les portes dans le métro que vous devez respecter. Donc, certaines règles comme ça, de civilisme et tout ça. Donc, pour nous, c'est carrément, je vous dirais, là, de nature normale, je dirais, le travail. Et madame a contesté, donc on a su que ça allait plus loin seulement après les procédures pénales. Donc, une fois, effectivement, les constats d'infraction ont été retirés, donc elle a eu gain de cause. Et là, c'est à ce moment-là que madame a fait des poursuites au niveau civil. Et nous, on a embarqué, donc, par la suite. Donc, c'est le policier et tout ça. Donc, pour nous, effectivement, c'était tout à fait, là, c'est pas un processus habituel, puis je vous rassure, on n'en a pas tant que ça là, qui s'en va dans ce domaine-là. Donc, la porte, pour reprendre l'image, était ouverte cette fois-là, Maître Duclos-Bélanger. On se retrouvait donc devant des tribunaux et jusqu'à la Cour suprême avec des questions fondamentales qui dépassaient le cas isolé de cette dame et de l'intervention policière, de la façon dont elle s'est passée. Et c'est là-dessus que la Cour suprême a beaucoup réfléchi et a infléchi la façon dont devraient se comporter et les policiers et leurs patrons dans des dossiers comme ceux-là. Effectivement, mais avant, si je peux me permettre de rebondir sur ce que Maître Lefebvre a dit, c'est effectivement, c'est un cas qui est tout banal et j'ai agi en tant que procureur aux poursuites à la Cour municipale de Montréal. Et ce type de constat-là, lorsqu'il y a un rôle justement de constat d'infraction qui émane de la STM, il y en a plusieurs. Et la preuve se fait de manière documentaire, donc plus souvent qu'autrement, donc c'est par le dépôt du rapport abrégé. Donc évidemment, c'était un cas tout banal, mais beaucoup de causes qui se retrouvent à la Cour suprême partent de banalité. Et la Cour suprême y voit parfois des occasions justement de régler certaines situations qui transcendent le quotidien pour bien des gens. Et justement, d'après moi, l'occasion qu'elle y a vue, c'était celle de jeter les bases sur le fait que les policiers, lorsqu'ils agissent à l'égard de citoyens, ils doivent avoir un fondement légal pour agir, pour finalement détenir une personne et parfois même, évidemment, lui donner des constats d'infraction ou lui déposer des accusations criminelles. Donc, je crois que ça a jeté les bases parce que lorsqu'on voit les autres arrêts de la Cour suprême qui sont parus après, je pense entre autres à l'affaire Tim qui concernait une question de motif raisonnable de procéder à une arrestation. Dans cette affaire, le policier avait arrêté M. Tim sur le fondement d'une infraction inexistante en droit. Donc, la Cour suprême en est venue à la conclusion que l'absence d'infraction en droit faisait en sorte que ces motifs d'arrestation n'étaient pas objectivement raisonnables. Oui, de la même façon que dans ce cas-ci, si on revient au cas de la station de métro de Laval et de cette utilisatrice, la Cour suprême va parler du mode d'intervention et du fait de la méconnaissance de la loi. Autrement dit, et là, ça s'adresse à la fois au policier et à son employeur, au policier sur la façon et la limite de l'intervention légale ou pas envers quelqu'un qui aurait commis une infraction, et à l'employeur pour la formation qu'il aurait ou pas donnée au policier qui est là pour surveiller les actions. Autrement dit, ce sont deux messages parallèles, l'un visant un individu,
mais avec des leçons pour tous ceux qui pratiquent le même métier, et l'autre pour les employeurs, où on rappelle qu'un règlement, même interne, même pour des bonnes raisons de sécurité, ne constitue pas une loi. Donc, effectivement, en boxe, on dirait un one-two punch, là. Hein? Effectivement, mais en fait, le one-two punch vient de, selon moi, la question de l'état de droit. Nous sommes dans un état de droit et les policiers doivent agir avec un fondement légal et les employeurs également doivent apprendre ce fondement légal-là. Et je crois que de manière sous-jacente, les policiers ne peuvent pas, ou les agents les agents dans les métros ne peuvent pas se rabattre sur une politique interne. Donc, ils ne peuvent pas rabattre leurs agissements là-dessus, justifier leurs agissements sur une politique ou une directive interne. Sur cet aspect-là, Maître Lefebvre, le message qu'envoie la Cour suprême en disant une règle, même justifiée pour des raisons sécuritaires, ne constitue pas une loi. J'imagine que c'était une chose qui vous était pas inconnue, mais là, on peut pas être plus clair. Et ça vous a obligé à la STM, par exemple, à revoir des pratiques et dans la formation, mais aussi dans la constitution de ce que sont les avertissements de sécurité. Tout à fait. Puis effectivement, la Cour suprême est vraiment venue dire que, comme mon collègue disait, il faut faire la formation. Ça s'applique à l'employeur, ça s'applique au mandataire parce qu'ici, la STM n'était pas l'employeur du policier, mais bien la ville. Donc, on va de plus en plus loin dans la ligne, je dirais, de qui est responsable et qui doit donner. Donc, effectivement, depuis, je vous dirais, on avait déjà beaucoup de formations, mais je vous dirais qu'on s'est amélioré. Donc, on donne la formation aux constables spéciaux directement. Il y a une formation qui est donnée par Nicolette aux constables, aux inspecteurs. On a 2 types dans le réseau de Montréal. Et à ce moment-là, on va donner la formation, on va soutenir. On vient de changer justement notre règlement, le R036. Et à ce moment-là, on forme tout de suite les inspecteurs, les constables spéciaux pour être en mesure d'interpréter, d'avoir la bonne information. Et pour votre gouverne, le règlement, même si dans ce cas-ci, les juges sont venus dire qu'il n'était pas légal, il faut savoir que c'est le pictogramme qui n'est pas légal. L'article du règlement est toujours en vigueur et c'est toujours le même. Dans le cas qui nous concerne, c'est que le pictogramme vient de l'escalier mécanique. L'escalier mécanique, donc dans tout escalier mécanique, on a des pictogrammes qui nous disent « Faites attention, danger, mettez votre main ». Puis si vous regardez, on le voit dans d'autres immeubles. Donc, ce n'est pas seulement dans le transport collectif qu'on va voir ce type-là. Mais même dans d'autres immeubles, il ne sera pas plus légal. Exactement, c'est ça, tout à fait. Et pas plus que, là, vous parlez du pictogramme, mais le texte réglementaire propre, concocté par la STM, n'a pas valeur légale non plus. On nous recommande de ne pas abandonner la main courante, mais ça n'est pas une obligation que de la tenir. C'est pas ce que notre règlement dit. Notre règlement dit qu'on ne peut pas désobéir à un pictogramme de la société. Donc, les pictogrammes de la société, c'est par exemple, les portes du métro vont fermer. Donc, vous savez que vous ne pouvez pas retenir. Et en dessous, si vous portez attention, vous allez voir ces règlements de la STM ou le R036. Donc, ces règlements-là, les constables peuvent les faire appliquer. Jusqu'au jour où quelqu'un ira devant la Cour suprême et dira ce qui est bon pour un pictogramme est bon pour un texte réglementaire interne à la STM? Bien, c'est pas notre interprétation de notre côté parce qu'on voit vraiment la distinction entre, dans le cas présent, le pictogramme n'est pas de la STM et il n'y avait pas non plus de lien. C'est plus un avertissement, ce pictogramme-là. Ça disait plutôt protection, faites attention, tenez-vous la main. Et depuis, justement, on porte plus attention. Tandis que si vous regardez les autres pictogrammes où vraiment, où il pourrait avoir à ce moment-là un constat d'infraction, c'est interdire. Donc, on n'est pas seulement dans la prévention, dans l'avertissement, je dirais, faites attention à vous, mais plutôt dire, là, vous ne pouvez pas. Donc, effectivement, si quelqu'un retient les portes, imaginez un moment de 5 heures, quand tout le monde revient à la maison, donc il y a des conséquences. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment interdire. Et ce côté-là, ça respecte la réglementation. Maître Duclos-Bélanger, est-ce qu'à votre avis, la Cour suprême aurait pu être plus précise en élargissant ce qui est légal ou ce qui est du caractère recommandé pour sa propre sécurité dans ce jugement-là? Parce que là, ce que je viens d'entendre, c'est que oui, à la STM, on dit d'accord, notre pictogramme, bon, c'est pas légal, mais le texte, le numéro du règlement en dessous, ça tient à la route. Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je pense que on est plus dans le menu d'État et la Cour suprême, je ne crois pas qu'elle avait à passer
un message qui aille aussi loin. Je crois que le cas qui lui était soumis et les faits qui lui étaient soumis étaient suffisamment clairs pour qu'elle puisse se pencher là-dessus. Ouais. Donc, par contre, là où la Cour suprême est très claire et très précise, c'est que sur le mode d'intervention et les limites de l'intervention policière dans un cas comme celui-là, on a clairement établi que non, menotter quelqu'un pour une infraction qui n'en est pas une, la détenir, la poursuivre avec 2 amendes relativement importantes, ça ne tient pas la route. Et le mot qui revient souvent dans l'argumentaire unanime des juges de la Cour suprême pour donner raison à la cliente, c'est le jugement. On dit, c'est pas parce que vous avez un uniforme, c'est pas parce que vous croyez avoir une formation, croyez que madame contrevient à votre intervention que vous avez le droit de faire n'importe quoi. Votre jugement doit être présent. Ça, c'est capital. Hein? Effectivement, et on en revient à ce qu'on disait au départ, c'était une banalité. Si l'agent avait fait peut-être preuve d'un peu plus de jugement, on n'aurait peut-être pas cet arrêt-là analysé devant nous. Peut-être que la Cour suprême aurait saisi une autre occasion. Mais effectivement, un véhicule est intercepté pour une infraction et en a commis d'autres. Le policier peut émettre 5, 6 constats, il peut en émettre un seulement ou donner un avertissement. Évidemment, tout dépend de la façon dont ça se déroule. Et je crois que ce qui a peut-être envenimé la situation, c'est l'escalade de l'intervention. Certainement que Mme Kossoyan a eu des propos envers l'agent a eu des propos envers elle. Il y a eu une escalade et ça fait en sorte qu'il y a 2 constats qui ont été émis. On n'était pas là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit. Personnellement, ça ne ressort pas là, de manière claire là, des faits de l'arrêt, mais je crois qu'il y a de l'intangible dans cette décision-là qui a fait en sorte que l'agent Camacho n'a pas exercé son jugement comme il aurait dû le faire. Une question, Maître Duclos-Bélanger. Dans son arrêt, la Cour suprême ne se penche pas sur le fait, parce qu'il y a eu un moment où le policier intervient et fouille dans le sac à main de madame. Et ça, la Cour n'en parle pas. Or, c'est pas une pratique, en tout cas, c'est une pratique qui suscite beaucoup de questions, beaucoup d'intérêt et qui n'est pas universellement appliquée selon un endroit ou un autre où on se trouve au Canada. Non, effectivement, il faut considérer que un policier qui fouille le sac d'une personne interfère grandement avec ses droits. Et la question d'une fouille accessoire pour finalement identifier une personne avait fait l'objet de commentaires de la part de la Cour d'appel qui allait dans le sens de plusieurs tribunaux, en fait, surtout en Ontario, où ce pouvoir-là a été reconnu. Et où ça peut avoir une certaine importance, c'est lorsque la fouille pour identifier une personne donne lieu à la découverte d'éléments qui seraient des objets prohibés. Je pense à une arme à feu, des stupéfiants. Et cette question-là du pouvoir de fouille est importante parce que si, admettons, madame avait eu des stupéfiants dans son sac à main, serait venue la question de savoir si cette fouille-là était légale ou non. Donc, le pouvoir d'agir du policier aurait été scruté à la loupe. Et finalement, l'absence d'infraction aurait fait en sorte que le policier n'aurait pas été légalement permis de fouiller pour identifier pas d'infraction, pas de fouille, et l'élément de preuve aurait pu être exclu par le tribunal s'il y en avait eu un. Et là, pour des raisons qui sont les siennes, la Cour suprême a décidé de ne pas aborder, de ne pas ouvrir ce sac-là, si j'ose dire. Effectivement. Revenons, Maître Lefebvre, au pictogramme. Sur sa fonction pédagogique, on s'entend, oui, on invite les gens à tenir pour éviter de tomber et tout ça. La Cour suprême dit que c'est pas une loi. Un pictogramme a beau nous inviter à la prudence, c'est pas une loi. Mais est-ce que ça établit pas aussi une responsabilité partagée entre l'utilisateur de l'escalier mobile à l'intérieur du métro ou d'un autre endroit public, mais dans ce cas-ci, c'est le métro, et puis la responsabilité de ceux qui le gèrent, l'ont construit, installé? Effectivement, puis ce qui est important dans la décision, ce que la Cour est venue aussi déterminer, c'est que la désobéissance
doit arriver avec la création d'une obligation qui est claire dans un règlement ou dans une loi. Ici, le pictogramme, qui est de se tenir la main courante lorsqu'on utilise un escalier mobile, est plus au niveau d'un avertissement, de faire attention, des règles de protection, notamment avec la loi des bâtiments, d'autres règles que le constructeur veut s'assurer, puis notamment ici la STM, que lorsqu'on utilise les escaliers, on veut être sûr qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, c'est plus au niveau d'une chute, d'un accident qui pourrait arriver sur l'escalier qu'on veut ce pictogramme-là pour faire attention, c'est un avertissement, beaucoup plus que c'est en lien avec notre réglementation interne qui établit des infractions, effectivement, que lorsqu'on utilise le transport collectif et que là, un constable STACIO peut agir. Donc, ici, c'est vraiment la distinction. Puis c'est pour ça que la Cour arrive à la conclusion qu'il n'y a pas eu d'infraction, puisque tenir la rampe, bien, effectivement, je dois tenir la rampe. Je vois ces pictogrammes-là à plusieurs endroits lorsque je me promène. Il y a des pictogrammes, il y a des notices de sécurité à plusieurs endroits. Donc, c'est plus des avertissements, des conseils de sécurité qu'une infraction à un règlement, notamment le règlement de la STM dans ce cas-ci. Donc, ça vise la protection de l'utilisateur. J'ajouterais aussi peut-être de la STM. Bien, en responsabilité civile, effectivement, à ce moment-là, on s'assure là, que s'il n'y a pas eu... j'ai protégé, j'ai donné les conseils, donc à ce moment-là, il n'y a pas faute, il n'y a pas de lien causal entre. Donc, effectivement, ça serait dans les moyens de preuve qui pourraient, à ce moment-là, être emmenés en preuve là, s'il y aurait un dossier ou quoi que ce soit. Il faudrait démontrer la faute du constructeur. Là, à ce moment-ci, on peut aller un petit peu plus loin que seulement la STM. Alors, deux questions sur l'aspect pédagogique de cet arrêt-là. Est-ce que, parce qu'on en a quand même un peu parlé, les gens en discutaient soit en riant ou en tout cas, ça a intéressé beaucoup de monde. Pour une petite affaire, ça a intéressé pas mal de monde. Est-ce que ça a changé le comportement des usagers par rapport à la main courante? Et est-ce que ça a changé le comportement des policiers, à votre avis, Maître Lefebvre? Les usagers, je vous dirais non. Depuis qu'on m'a invité pour le balado, j'ai porté attention, justement, quand je me promène dans le métro ou autre, et je vous confirme que non. Je n'ai pas fait, c'est pas une étude scientifique, mais je vous dirais. Ce que je trouve intéressant, par exemple, de la décision, c'est que ça nous amène encore plus dans un contexte où, justement, on voit que autant les policiers que les constables doivent intervenir dans des situations qui ne sont pas toujours évidentes, avec des gens qui vont avoir des comportements, des façons de faire, puis peut-être augmenter un petit peu la pression, et que là, justement, leur jugement professionnel doit demeurer. Donc, c'est pas parce que quelqu'un est nécessairement agressif ou pas content devant moi que je vais pouvoir agir. Fait que ce contexte-là, je vous dirais, surtout présentement, dans ce qu'on vit, notamment dans le métro, ça, c'est une situation que cette décision-là vient encadrer, vient, je vous dirais, compliquer, je vais le dire comme ça, le travail de nos constables sur le terrain, qui veulent bien faire, veulent emmener la sécurité, mais c'est toujours en arrière-tête de dire comment je peux soutenir sans nécessairement aller dans ce cas-ci. Puis il faut se rappeler que les constables STACIO, ils n'ont pas de pouvoir d'enquête, ils n'ont pas les mêmes pouvoirs là, qu'un policier, là, donc dans ce contexte-là aussi. Là. En fait, votre observation, même non scientifique, corrobore l'opinion du juge Gascon qui avait adhéré, évidemment, à la majorité lui aussi, en disant, je le cite à peu près précisément, là, si on donnait un constat d'infraction aux usagers du métro qui ne tiennent pas la main courante, on en aurait sans doute plus d'une centaine à l'heure par escalier. Donc, ce serait peut-être une façon de régler votre budget, je ne sais pas comment, mais c'est vrai que entre l'utilisation du gros bon sens, la protection du citoyen pour sa propre sécurité en l'invitant à se tenir comme il faut dans l'escalier, et la réalité, il y a parfois une marge immense, là. On demande aux législateurs de faire beaucoup de choses, dont certaines qu'ils ne peuvent pas régler, notamment la nature humaine. Effectivement, il peut pas prévoir tout. Et même l'imprévisible. Oui. Est-ce que, et sur la question du jugement et de la responsabilité, du mode d'intervention des policiers, il y a les cas extrêmes et malheureusement, on connaît trop bien celui aux États-Unis où une personne est morte lorsqu'un policier l'a immobilisé en lui tenant le genou sur la gorge et en l'étouffant à mort. On n'a pas besoin de revenir sur cette histoire-là. Mais, et depuis, en tout cas, certainement, il y a partout au pays, chez nous, là, cette fois, on reste au nord de la frontière, une plus grande sensibilité de l'opinion publique par rapport au mode d'intervention. Plus l'utilisation des médias sociaux, des téléphones, on photographie, on vidéalise tout ce qui se passe, et notamment dans les interventions
intervention policière. Ça complique, mais en même temps, ça permet d'éclairer peut-être davantage le mode d'intervention des policiers, non? Ça dépend de... On parle de... Lorsque les interventions sont filmées, bien souvent, on a juste le bout que la personne a bien voulu filmer. Tout ce qui s'est passé avant n'est pas porté à la connaissance de la personne qui visionne. J'en ai vu des interventions qui avaient été filmées et certainement, c'était pas ce qui avait de plus glorieux, mais ce qui s'était passé avant et qui n'avait pas été filmé de la part de la personne qui s'est retrouvée, par exemple, accusée, ça non plus, ça n'était pas glorieux, là. Donc, on voit juste un moment et on se fait une tête sur ce qui a été filmé, mais il faut prendre en considération que des fois, on n'a pas toutes les données et que les policiers doivent prendre des décisions rapidement dans des situations qui sont parfois volatiles. C'est beaucoup leur demander des fois d'agir de manière parfaite. Hein, évidemment, nous, on regarde souvent ça avec une certaine rétrospective, une sagesse rétrospective. On juge d'une intervention, un peu comme ce qu'on pourrait dire un Monday morning quarterback, là, l'expression, mais il faut parfois être capable de se mettre dans les souliers du policier lorsqu'il est intervenu. Par contre, est-ce que l'utilisation de, justement, soit du téléphone ou dans ce cas-ci d'une caméra de surveillance, parce que le policier prévient madame qu'elle est filmée lorsqu'elle est menottée, là on la voit menottée dans le poste, appelons-le comme ça, de police à l'intérieur de la station de métro. Ça, les juges ont eu ça devant les yeux. Ça faisait partie, j'imagine, de l'ensemble de ce qu'ils avaient étudié. Donc, c'est pas à rejeter, même si... mais c'est un outil de plus et parce que autrefois, un témoignage de l'un contre l'autre, avait-elle été menotté ou non? Est-ce que ça parlait fort? Est-ce qu'on s'engueulait? C'était chacun sa version. Aujourd'hui, c'est quand même un peu plus compliqué d'avoir des versions complètement contradictoires. Effectivement, mais tout ce que je voulais dire par là, c'est qu'il faut parfois remettre l'enregistrement qu'on a sous les yeux dans une certaine perspective, qu'on doit compléter notre analyse du visionnement avec les témoignages qui ont été rendus et également tenir compte de l'ensemble de la situation. Ça, c'est important aussi. Ouais. Est-ce que, Maître Lefebvre, vous avez pu voir... je parlais tout à l'heure de l'effet ou du comportement, mais essayons d'entrer dans la tête de celles, parce qu'il y a des femmes aussi dans ces forces de sécurité, qu'elles soient policières ou des agents du métro, celles et ceux qui sont chargés de cette souvent délicate mission d'assurer notre sécurité et la paix collective dans nos transports en commun. Est-ce que ce genre d'arrêt-là est entré aussi dans leur tête à changer un peu la réflexion, la discussion entre eux de ce qu'on doit faire dans des circonstances tendues, exceptionnelles? Je ne sais pas si c'est cette décision-là, mais c'est sûr qu'elle est séance tenante, je vous dirais, dans les discussions, dans les formations. C'est une décision, on le disait tantôt, qui est banale. Puis on peut bien voir qu'un geste qui est un constat d'infraction qu'on donne peut se rendre beaucoup plus loin qu'on peut penser. Pour les constables, souvent, on va donner le constat d'infraction. Puis après, fait que oui, c'est présent. Est-ce qu'elle est connue de tous? Le nom, je vous dirais quand même oui. Quand je parlais aux gens que je m'en venais ici, tout le monde me disait « Ah oui, cette décision-là ». Mais c'est sûr que de notre côté, tout ce qui est formation, les constables dans le contexte actuel, quand ils veulent intervenir auprès de quelqu'un, il y a cette préoccupation-là est présente, je vous confirme, là, de façon quotidienne. Et chez vous, comme patron qui est aussi chargé de la formation des employés, qu'ils soient municipaux, dans le cas de la police, ou ceux de la STM, est-ce que ça vous a obligé à changer vos méthodes ou c'est juste, on vous rappelle qu'il y a une limite et il faut faire attention? Je ne sais pas si les méthodes, on les a changées. C'est quand même une décision qui fait quelques années, puis mon arrivée à la STM est plus récente. Mais je vous dirais, c'est qu'on est très présent. On va travailler directement avec le service de sécurité. On va travailler avec eux. On va beaucoup aussi aller avec des cas concrets. Donc, on fait des cas avec eux, vraiment des mises en situation où des juristes vont aller directement dans des journées pour voir des situations. Donc, c'est ce côté-là, beaucoup plus pratico-pratique, mettre en action des mises en situation. Donc, ça, on va le faire pour justement voir comment intervenir et aussi les réflexes. Donc, est-ce que ça passe le test juridique?
ou non. Donc, ce côté-là, oui, on le fait avec eux. Il y a un gros travail de collaboration avec les constables là, au quotidien. Puis encore plus dans la formation, je vous dirais initiale, mais aussi dans la formation continue, naturellement, pour qu'ils soient toujours à jour, parce que cette décision-là est venue quand même nous le dire très clairement. Oui, il y a la formation, mais après ça, il y a la compréhension du constable ou du policier de de l'information qu'il faut qu'il soit à jour, doit comprendre, puis doit être capable d'appliquer. Donc, ce côté-là, on est très préoccupés là, de notre niveau. Je ne sais pas, Maître Duclos-Bélanger, si à la direction des poursuites criminelles et pénales, on voit quelque chose. Quand il s'agit d'établir la base, est-ce qu'on ira ou non en procès? Est-ce que quelle position on prendra dans une affaire? Sur la responsabilité, peut-être pas supplémentaire, mais le rappel de la responsabilité des policiers que fait la Cour suprême en disant, oui, votre jugement, puis la connaissance de la loi. Autrement dit, est-ce que ça facilite votre travail, le fait qu'on ait, comme ça, recadré un peu tout le monde en disant, il y a des limites, et puis l'ignorance ou l'à peu près, c'est pas une excuse? En fait, oui, mais en même temps, la question du fondement légal des actions d'un policier est toujours scrutée par le procureur. Et il l'était avant. Par exemple, je vous donne juste une infraction criminelle qui est une entrave au travail des policiers. Mm-hmm. Un des éléments essentiels, il faut que le policier soit dans l'exécution de ses fonctions. Et s'il agit illégalement, donc sous le coup d'un pouvoir qu'il n'a pas, il ne sera pas dans l'exécution de ses fonctions et s'entraînera un verdict d'acquittement. Et donc, cette sensibilité-là, finalement, au pouvoir du policier, à savoir s'il l'avait ou s'il s'en est soucié, il est présent. Et aussi, je vous donnerai un autre exemple qui est lorsque un élément de preuve contrevient aux droits garantis par la Charte canadienne d'une personne accusée, il y a un examen qui se fait, à savoir si cette preuve-là devrait être exclue ou non. Et dans ce grand examen-là, dont je vous en épargne les détails, la gravité de l'atteinte est un élément à prendre en considération et le policier doit connaître ses pouvoirs. Donc, moins il connaît le droit applicable, moins il connaît ses pouvoirs et plus l'atteinte sera flagrante et grave aux yeux du tribunal. Et par exemple, par contre, lorsqu'il y a une controverse jurisprudentielle où finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler un facteur atténuant pour le policier de ne pas connaître la finesse de toutes les décisions, bien, l'atteinte sera vue de manière moins grave par les tribunaux. Et ça, la Cour suprême est venue le dire plus tard dans l'arrêt McColeman en 2023. Donc, ça a un impact. Tout ça, la question de savoir si le policier s'est préoccupé de l'existence d'un pouvoir, ça a un impact dans la vie de tous les jours. Et ça en avait un avant. Kosoyan, c'est certain que depuis cette décision-là, on peut peut-être le sentir un peu plus. On a de plus en plus de demandes d'enquêteurs qui nous demandent « je voudrais obtenir tel élément, quels sont mes moyens pour y parvenir, mes moyens légaux ». Donc, ce souci-là, il est présent. Et peut-être plus depuis. On ne l'a pas dans tous les jours. Les policiers ne nous en parlent pas de cet arrêt-là, mais on le voit que c'est peut-être un peu en trame de fond. Oui, donc la Cour suprême, en même temps, rappelle aux policiers leurs obligations, notamment de connaissance de la loi et de son application dans les limites de ce qui leur est autorisé. Et en même temps, sans leur donner le bénéfice du doute, lorsqu'on est dans une zone grise tellement que seul un débat constitutionnel pourrait régler, on leur donne une marge de manœuvre. Il y a un peu de ça. Donc, on ne fait pas que les menotter, ces pauvres policiers, finalement. Non, effectivement, parce que ce ne sont pas des juristes et même si on leur demande de connaître le fondement de leur pouvoir, ils n'ont pas à faire une analyse de la jurisprudence avant d'agir. Non, et une scène de crime, c'est pas mal plus rapide qu'un tribunal. Effectivement. Mais il y a quand même une certaine base qu'on s'attend que les policiers connaissent. Mais plus la situation se complexifie, je pense que on peut pas non plus leur donner un fardeau trop lourd lorsqu'il vient le temps d'agir, surtout s'il y a une question d'urgence d'agir. Ouais. Tous les deux, vous avez été d'accord lorsque j'ai dit que c'est une histoire un peu banale, puis qui probablement ne se serait jamais retrouvée devant un tribunal, surtout pas la Cour suprême dans d'autres circonstances.
En même temps, est-ce qu'on peut dire que les juges des 3 instances n'ont pas perdu leur temps parce que ça a obligé à une réflexion, à une précision du cadre d'intervention d'un policier et du citoyen aussi dans les services publics comme celui du métro. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, effectivement, c'est sûr qu'à première vue, je vous dirais, puis surtout quand on voit les premières instances qui ont donné raison autant à la STM qu'à la Ville puis aux policiers, mais je vous dirais quand on regarde une deuxième lecture, on fait fi, je vous dirais, des faits, puis qu'on se concentre vraiment plus sur le raisonnement juridique, le côté est intéressant pour venir recadrer le tout, venir dire aussi que autant les constables que les policiers ont une obligation de moyens. Donc, on ne leur demande pas une obligation de résultat. Donc, il va, comme mon confrère disait, avec les éléments qui ont leur jugement professionnel. Qu'est-ce qu'il y a devant eux au moment? Donc, le policier est raisonnable, placé dans les mêmes circonstances. Même chose pour le constable. Fait que ce côté-là est intéressant. Ramène aussi que toutes les parties, comme on disait, employeurs ou mandataires, on a notre rôle à jouer. Donc, s'assurer de bien former, soutenir. Et on le voit après ça dans la jurisprudence que cette décision-là a été reprise et ramenée et ramène aussi très bien les droits des citoyens qui ont le droit. Tu sais, le policier, le constable peuvent agir, mais ça vient restreindre nos droits en tant que citoyens. Donc, il doit avoir des motifs. Donc, ça vient quand même, c'est quand même une décision qui est reprise. Les bases juridiques sont intéressantes là, quand on fait fi des faits puis de la raison pourquoi on est à ce niveau-là juridique. Et votre avis là-dessus, Maître Duclos-Bélanger? En fait, lorsqu'on prend un pas de recul, chaque tribunal a eu sa façon de voir les choses. Et lorsqu'on prend ce pas de recul-là et on prend la décision et qu'on l'insère dans ce qui s'est passé après les autres décisions qui sont venues plus tard, on se dit, bien, ça fait du sens. La décision fait du sens. C'est pas une perte de temps parce que ça a été la première brique sur laquelle est venue s'inscrire d'autres décisions dont j'ai fait mention plus tard. L'arrêt Tim, l'arrêt McColeman. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu une perte de temps parce que, en fait, ça a permis à faire avancer le droit pour nous mener aux autres décisions qui sont venues plus tard. Donc, il n'y a pas eu de perte de temps, quant à moi. Et en tout cas, une réflexion citoyenne aussi, j'ajouterais, parce qu'effectivement, on s'offusque parfois de la façon dont les autorités policières interviennent. En même temps, nous, comme utilisateurs de services, des fois, on ne se pose pas de questions ou on s'en pose, mais on n'a pas toujours les bonnes réponses. Là, on a plusieurs éléments de réflexion que la Cour suprême nous a offerts dans cet arrêt extrêmement important, Kosoyan contre Société de transport de Montréal. On a entendu Maître Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger, le procureur aux poursuites criminelles et pénales au DPCP, et Maître Patricia Lefebvre, la directrice des affaires juridiques à la Société de transport de Montréal. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette réflexion avec nous aujourd'hui. Merci. Merci.